Nous vivons une époque exceptionnelle de l'histoire de l'humanité. Une époque de mutation, une époque de métamorphose, pour le meilleur ou pour le pire. C'est évidemment à nous d'en faire le meilleur. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Et il faut avoir des connaissances. Donc je vais vous emmener, si vous le voulez bien, dans un voyage vers l'au-delà. Mais évidemment pas l'au-delà religieux. L'au-delà de la réalité de l'univers, la réalité du monde qui nous entoure, dont nous sommes issus, dans lequel nous existons sur cette petite terre, notre petite planète, et cet au-delà qui nous dépasse de loin au niveau des distances, au niveau du temps. Très difficile à concevoir, mais je vais vous y aider un petit peu. Depuis un siècle peut-être, les hommes ont commencé à construire des grands instruments, des grands télescopes, pour essayer de mieux comprendre le ciel, l'espace. Et puis, au milieu du siècle dernier, il s'est passé une chose extraordinaire. Pour la première fois de toute l'histoire de la Terre, pour la première fois, des êtres vivant sur sa surface ont réussi à la quitter. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Partir dans la troisième dimension. Les conséquences sont énormes. Énormes, pas seulement pour aller explorer l'espace, mais énormes pour la connaissance, et puis énormes aussi dans notre vie de tous les jours. On n'en a pas toujours conscience. Par exemple, la communication instantanée sur toute la planète. Maintenant, vous communiquez avec des gens qui sont aux antipodes, avec le téléphone mobile, par exemple, ou en les regardant avec Skype ou des logiciels de ce genre, comme s'ils étaient à côté de vous. Ça change complètement la société. Avant, on avait des villages, on parlait avec les gens qui vivaient à côté de chez soi. Maintenant, on a des villages internationaux, des réseaux sociaux. C'est un exemple par rapport à la vie de tous les jours. Mais là, je vais vous parler aussi de l'humanité par rapport à l'espace et de tout ce qu'on a pu découvrir et qu'on va continuer à découvrir grâce à ça. Alors, je vais vous parler d'échelles de temps, de distance, qui sont difficiles à concevoir. On parle de milliards d'années. C'est quoi milliards d'années? C'est difficile. Alors, j'ai un petit geste. J'ai un petit geste pour faire prendre conscience de toute cette immensité et pour faire prendre conscience de ce que nous sommes, nous, par rapport à cette immensité. Mon petit geste, il est simple. Vous étendez les bras comme ça. Et vous dites, le bout de mon index gauche, c'est l'origine, le début de la Terre, la naissance de la Terre. Et le bout de mon index droit, ici, c'est l'époque actuelle. Les plus anciens, signes de vie sur la Terre, vous partez de l'origine, c'est au niveau du coude du bras gauche. Vous pouvez sauter maintenant aux premiers mammifères. Eh bien, les premiers mammifères, vous commencez là, vous faites tout ça, vous passez là, vous allez là, et c'est le poignet du bras droit. Et maintenant, vous pouvez vous demander, quand on commençait, d'après ce qu'on sait actuellement, les premiers hominidés. Et les hominidés, ce sont les êtres vivants qui ont commencé à marcher sur deux jambes. Eh bien, vous faites tout ça, vous allez tout là, jusque là, et vous arrivez à la petite partie blanche du bout de l'ongle de votre index droit. Ça, c'est Lucie, Toumaï, les premiers hominidés. Alors, si on parle maintenant des êtres humains, sapiens, si on parle de la technologie, vous imaginez bien à quel point ce n'est rien au point de vue temps par rapport à l'âge de la Terre. Et maintenant, la Terre, elle n'est pas née tout de suite dans l'univers. On sait que l'univers n'a pas toujours existé. L'univers a un âge, 13,8 milliards d'années. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que quand la Terre est née avec le Soleil, bien sûr, le Soleil et son cortège de planètes, quand la Terre est née, l'univers avait 2 fois cet âge-là. Alors, quand on a conscience de ça, on commence à se rendre compte de ce que signifie ce que j'appelle au-delà, c'est-à-dire encore une fois pas l'au-delà religieux, mais l'au-delà de nos vies journalières, l'au-delà de nos sens. Et c'est important d'en avoir conscience. Alors tout ça est allé extrêmement vite. Dans les années 1880, pour la première fois, il y a eu le moteur à explosion, donc la première automobile,
Et très peu de temps après, les premiers aéroplanes. Les premiers aéroplanes, là vous voyez 2 aéroplanes. Vous voyez l'avion 3 de Clément Ader. Le mot avion a été donné par Clément Ader pour la première fois. C'est lui qui l'a inventé, ce mot avion. L'avion 3, c'était le 3e, mais le premier, je crois, à avoir vraiment volé. Et puis les frères Wright, qui étaient à peu près à la même époque, des Américains qui sont venus aussi faire leurs expériences de vol près de chez nous, dans le sud de la France, avec leur flyer. Eh bien, vous imaginez qu'à l'époque, les gens regardaient ces aéroplanes, ils regardaient les traces des roues sur le sol. Et quand, pendant quelques mètres, il n'y avait plus rien, pas de traces, ils avaient dit « il a volé ». Et ça, c'était extraordinaire. Les gens étaient enthousiastes. Ça a volé. Et ça a volé de quelques mètres. Maintenant, mettez-vous à la place de ces gens-là à l'époque. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'ils auraient, même en pensée, même en étant complètement fous, qu'ils auraient pu imaginer que 70 ans plus tard, on allait sur la Lune? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça? Donc quand je vous dis qu'on vit une période extraordinaire de l'histoire de l'humanité, je crois que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors aller sur la Lune, ça veut dire évidemment des êtres humains qui sont allés sur la Lune, des petits véhicules. On y retourne sur la Lune. Vous savez, il y a des missions chinoises là, qui ont fait le tour de la Lune il n'y a pas longtemps. On va y installer un observatoire sur la Lune, ça va venir très vite. Et puis, il y a des robots sur Mars, des robots qui se promènent. Donc là, vous avez une maquette du robot Curiosity qui se promène sur Mars. Ici, ce n'est plus une maquette, c'est vraiment les traces, alors cette fois-ci, les traces de pneus du rover Curiosity qui se promène sur la planète Mars. Et c'est avec sa caméra, sa propre caméra, il s'est retourné, il a pris ses propres traces. Vous voyez la planète Mars là, comme si vous y étiez vous-même. Alors, c'est le fait d'aller dans l'espace, ça veut dire qu'on envoie des sondes spatiales. Ce n'est pas seulement des êtres humains, mais des sondes spatiales, des robots qui s'en vont visiter des planètes dans le système solaire. Vous avez aussi ces sondes spatiales qui ont des caméras, et ces caméras se retournent pour nous regarder. On peut dire, avec les termes actuels, la Terre se fait des selfies par l'intermédiaire de sondes spatiales. Et puis, on a les sondes spatiales qu'on envoie dans l'espace, même si elles sont à 400, 500 km au-dessus du sol, ce qui n'est pas beaucoup, elles sont au-delà de l'atmosphère terrestre. Donc elles peuvent voir le ciel, observer le ciel dans des rayonnements qui n'arrivent pas jusqu'au sol. Et ça nous apporte aussi des informations extraordinaires sur l'univers, sur l'histoire de l'univers dont nous faisons partie, sur les origines et sur justement notre situation, parce que c'est là à la fin qu'on veut en venir. Ce qui nous intéresse, c'est toujours nous-mêmes finalement. Qui sommes-nous? Alors je ne vais pas répondre à cette question, qui sommes-nous? Ça je ne peux pas. Mais la situation de l'humanité qui doit faire face à cet univers qu'elle découvre petit à petit. Et je ne sais pas qui nous sommes, je n'ai pas de réponse à ça, mais j'ai une expression. Comme nous sommes là sur la Terre avec la conscience de tout ça. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir conscience de tout ça. Donc nous sommes un petit peu comme une virgule, comme une respiration, comme un point d'ancrage dans cet espace-temps extraordinaire. Alors, ici, je vous montre une image une photo prise par la sonde spatiale Cassini, qui est une sonde spatiale qui est allée voir Saturne de près, l'environnement de Saturne, qui a fini sa mission. Elle s'est suicidée, la sonde spatiale. Volontairement, elle est tombée, on l'a fait tomber dans la planète pour la faire disparaître. Mais avant de disparaître, elle a pris beaucoup d'images, et en particulier celle-ci. Alors quand vous voyez ce petit point blanc, petit point bleu en réalité, au bout de la flèche, là, c'est nous, c'est la Terre. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas comment vous pouvez réagir. Moi, je suis toujours bouleversée de voir cette image alors que je l'ai peut-être vue 500 fois. Je trouve ça bouleversant d'imaginer que nous sommes sur cette petite planète qui vogue dans l'espace. Et je crois qu'on ne peut plus s'imaginer, nous, l'humanité sur la Terre, de la même manière qu'on le faisait quand on pensait que la Terre était au centre du monde. Alors,
toutes ces observations, eh bien, ça a conduit à observer le ciel lointain, et dans le ciel lointain, on voit des galaxies. Des galaxies, un très grand nombre de galaxies, des milliards de galaxies. Ça, c'est une image prise avec le télescope spatial Hubble. Il y a des milliards de galaxies. Une galaxie, ça comprend des centaines de milliards d'étoiles. Et on sait maintenant, ça c'est une découverte récente, on sait qu'il y a des planètes qui tournent autour de la plupart de ces étoiles. Donc vous voyez là, on voit des milliards de galaxies qui ont des milliards d'étoiles et donc des milliards de planètes. Donc là, c'est encore autre chose pour aller au-delà de nos connaissances journalières. Le système solaire n'est pas unique. Il y a des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Alors évidemment, la question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? C'est une question posée actuellement d'une manière réellement scientifique. Ce n'est plus que de la science-fiction. Alors si on veut maintenant avoir une idée de l'histoire de cette découverte de l'univers et de l'histoire, cette histoire dont nous faisons partie, je vous disais, l'univers n'a pas toujours existé. Ce qu'on voit actuellement dans l'espace n'a pas toujours existé. On le sait, ce n'est pas une croyance, hein, c'est un résultat scientifique. On le sait à partir de nos observations. Ce qu'on observe actuellement, les galaxies que je vous ai montrées, on voit qu'elles s'éloignent les unes des autres, on peut connaître leur vitesse, et on peut reconstituer le passé. En plus de ça, quand on regarde le ciel, quand on regarde n'importe quoi, on ne le voit jamais comme c'est à l'époque où on le regarde. On voit toujours les choses dans le passé. Pour une raison très simple, c'est que quand on regarde quelque chose, ça veut dire que la lumière est partie de l'objet qu'on regarde à un certain moment, a voyagé dans l'espace, ce n'est pas instantané, pour arriver jusqu'à l'œil, jusqu'au regard. Et ça met un certain temps. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, c'est très rapide, mais ce n'est pas infini. Donc plus on regarde loin, plus on voit le passé. Et l'image que je vous ai montrée tout à l'heure avec les galaxies, vous voyez des galaxies qui sont à des très grandes distances et donc vous les voyez directement dans le passé. Ça aussi, ça va au-delà de nos conceptions journalières. Donc on peut reconstituer l'univers depuis ses débuts, c'est pas facile. L'origine de l'univers, c'est l'origine de tout. Quelquefois, on nous dit, mais le Big Bang, il a eu lieu où? Est-ce qu'il a eu lieu là ou est-ce qu'il a eu lieu là? Ça n'a pas de signification, le Big Bang, c'est tout. C'est tout. Tout qui est venu au jour, j'ai envie de dire, en même temps. Et quand je dis tout, eh ben, ce n'est pas seulement l'espace, mais c'est aussi le temps. Et ça, c'est encore quelque chose qui est inconcevable. Vous allez me dire, vous ne comprenez pas, mais je vais vous dire, moi, j'ai du mal à comprendre aussi. Hein, on est confronté à ça, on est face à ça. L'origine du temps, ça veut dire quoi? On ne sait pas ce que ça veut dire, l'origine du temps. Quand vous parlez d'une origine, par exemple, j'ai commencé à parler, moi, et il y avait un avant, c'était quelqu'un d'autre qui parlait, et puis un après. Une origine dans un temps qui s'écoule. Mais si le temps ne s'écoule pas, s'il n'y a pas de temps, ça veut dire quoi? Alors rassurez-vous, les scientifiques savent ce dont ils parlent. Mais ça, c'est un langage scientifique avec des équations. Quand on veut mettre ça en langage de tous les jours, on a du mal. On n'a pas les mots pour le dire. C'est difficile. En revanche, une fois que l'univers existait, que le temps commençait à se dérouler comme on le connaît maintenant, avec nos calculs, avec nos observations, on est capable de reconstituer cette histoire en grande partie. Alors au début, l'univers était très chaud et très dense. On y arrive à le représenter grâce aux calculs, mais grâce aussi à des instruments, les grands accélérateurs de particules, comme celui qui s'appelle LHC, qui veut dire Large Hadron Collider, qui est au CERN à Genève. On a des faisceaux de particules qu'on accélère à très grande vitesse et on les fait collisionner, se rentrer l'un dans l'autre. Ça fait des très grandes énergies qui ressemblent aux énergies qu'il pouvait y avoir au début de l'univers. Donc on arrive à reconstituer les choses comme ça. On sait qu'au début, tout était très chaud, il n'y avait pas de structure. Et puis petit à petit se sont formés les premiers éléments chimiques, comme justement les éléments qui nous constituent, les éléments que vous connaissez, l'hydrogène, l'hélium, et puis après le carbone, tellement important pour la vie, pour la structure de nos corps, l'azote, l'oxygène, tous les oligo-éléments que vous avez dans les boutiques de biologiques, etc. Tous ces éléments-là se sont construits dans l'univers petit à petit. Alors quelques-uns les plus légers ou
premiers instants de l'univers, et les autres ensuite dans les étoiles. Et ça, c'est quelque chose qui continue. Les étoiles, ce sont des grandes sphères de gaz très chauds, et au centre, il y a des réactions nucléaires, des réactions de fusion, comme dans le Soleil actuellement. Il y a des réactions de fusion nucléaire qui transforment la matière, qui produisent l'énergie, mais qui transforment la matière. Alors ça, là, ce que vous avez, c'est une galaxie, donc une galaxie qui comprend des étoiles et des nuages de gaz. Et dans ces nuages de gaz, c'est ce qu'on appelle des nébuleuses qui sont à l'intérieur des galaxies, qui sont très mouvementées, se forment de nouvelles étoiles. Et on sait maintenant que comme tout ça tourne, en voilà une autre, on sait maintenant que comme tout ça tourne, c'est des nuages de gaz qui se condensent dans un milieu en rotation, ça donne un centre, une sphère qui va donner une nouvelle étoile, mais à cause de la rotation, à cause de la force centrifuge, il y a un disque autour. Et maintenant, grâce aux instruments qu'on a, grâce aux instruments qu'on peut envoyer dans l'espace, on peut observer ça en direct. Donc là, vous voyez la naissance d'une étoile entourée d'un disque. Un disque qui va devenir, c'est un bébé système planétaire, un disque qui va devenir un système planétaire. On a maintenant aussi d'autres instruments, par exemple au Chili, qui permettent d'observer l'étape intermédiaire entre ce que je viens de vous montrer, le disque, et puis un système planétaire. Là, vous voyez un système planétaire en formation. Les planètes qui sont en train de se former balayent la matière qui est autour d'elles et font des canaux comme ça. Donc, en fait, les étoiles sont presque toutes entourées de planètes. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite à la fin ? On a envie de savoir ce qui se passe à la fin, comme ce que deviendra la fin du Soleil. Eh bien, à la fin, les étoiles gonflent et le Soleil va englober les orbites, va englober ce qui est les planètes actuellement. Et là, vous avez des images de ce que peut devenir le Soleil, ce que deviendra le Soleil dans 5 milliards d'années. Donc, la forme peut être différente, mais c'est une structure comme ça, une nébuleuse comme ça, qui est la fin de la vie du Soleil. D'autres étoiles explosent à ce moment-là. On a de la matière qui s'échappe avec les éléments chimiques qui ont été fabriqués dans l'étoile. Alors, nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes faits de ces éléments qui viennent des étoiles. Mais nous ne sommes pas que ça. Et pour ça, il suffit de regarder un schéma de l'ADN. Et vous voyez ici que l'ADN, en fait, est formé d'éléments chimiques. Donc, il y a l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le carbone, le phosphore. Ce sont des éléments qui viennent du ciel, ce sont des éléments qui ont été formés dans les étoiles. Mais la grande différence, c'est l'organisation. Ces éléments, ils ne sont pas dispersés n'importe comment. Ils sont organisés en molécules. Et là, vous avez 4 molécules qui sont ce qu'on appelle les bases azotées de l'ADN. Et ces bases azotées, elles se ressemblent énormément. Elles sont toutes faites à partir d'éléments, des mêmes éléments. C'est la structure qui change. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous avez dans l'ADN, si vous interchangez une base azotée avec une autre, eh bien, vous faites une manipulation génétique. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que le vivant ? Qu'est-ce que signifie cette organisation extraordinaire du vivant ? C'est une question ouverte. C'est une question qui n'est pas résolue et qui conduit à des recherches actuellement. Là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est extraordinaire que la vie soit apparue sur la Terre. Est-ce que la vie est apparue ailleurs ? Peut-être. Mais si on recherche des traces de vie ailleurs, ce ne sera pas, contrairement à ce qu'on dit dans les films de science-fiction, des êtres vivants, des êtres conscients comme vous et moi. Si vous vous rappelez mon petit geste du début, l'origine de la vie, le peu de temps depuis lequel on est là, eh bien, vous devez bien comprendre que si on trouve de la vie ailleurs, on aura beaucoup plus de chances de trouver la vie sous forme de bactéries ou sous forme de vie élémentaire que des êtres intelligents avec qui on pourra communiquer. Voilà, merci.